Ils ont gravi la montagne, en ne portant avec eux que des outils usés et l'espoir d'un nouveau départ. Mais ce que la terre a exigé d'eux en retour allait changer leurs âmes à tout jamais. Auriez-vous le courage et la force nécessaires pour abandonner le confort de la ville et bâtir une vie entière à partir de rien, dans un endroit où le vent glacial semble faire fuir même les plus vaillants? Ce voyage de dépassement de soi, de sueur et d'amour véritable s'est déroulé sur les pentes majestueuses et enneigées des Alpes françaises, près du petit village de Saint-Julien, dans le massif des Bauges, lors de l'implacable automne de l'année 1913. Avant de suivre chaque poutre érigée et chaque obstacle surmonté par ce couple extraordinaire, j'ai une demande très spéciale à vous faire. Laissez dans les commentaires le nom de votre ville et de votre région, car je lis tous vos messages, et j'adore savoir jusqu'à quel coin de la francophonie nos histoires voyagent. Et si vous faites partie de ces personnes qui sont touchées par les récits de lutte, où le travail honnête et l'affection sincère triomphent des plus grandes épreuves de la vie, mettez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Contes d'antan pour ne manquer aucun de nos voyages dans le passé. L'odeur de poussière et de vieux tissus flottait dans l'air de la petite boutique de la rue principale de Saint-Julien, se mêlant à l'arôme amer du café froid oublié sur le comptoir en noyer massif. Céline Bernard, à 23 ans, passait le bout de ses doigts pâles sur le bois rayé, sentant la texture familière de cet endroit qu'elle avait appelé « maison » toute sa vie. La pluie fine de ce mois d'octobre battait contre les vitres embuées, créant un son constant et mélancolique qui s'accordait parfaitement avec l'oppression qu'elle ressentait dans sa poitrine. Son père, Théodore Bernard, s'en était allé il y a moins d'un mois, emporté par une fièvre soudaine, qui n'avait respecté ni les tisanes de l'apothicaire, ni les prières ferventes de sa fille. Mais Théodore n'avait pas seulement laissé des regrets et un vide irréparable dans la vie de la jeune femme. Il avait laissé des carnets entiers remplis d'une écriture nerveuse, détaillant des dettes immenses envers les fournisseurs de soie de Lyon et la banque locale. Le notaire du village, un homme aux moustaches épaisses et au regard impatient, s'était présenté le matin même. Il s'était raclé la gorge sèchement avant de prévenir que le délai de grâce était arrivé à son terme. D'une voix bureaucratique et sans aucune compassion, il avait expliqué que la boutique, la maison à l'arrière et même les rouleaux de lin et de coton seraient saisis par la banque dans exactement 3 jours. Céline avait pris une profonde inspiration, ravalant le nœud dans sa gorge, et avait demandé dans un murmure fragile s'il n'y avait aucune alternative, aucun arrangement possible pour qu'elle puisse au moins garder le toit qu'il avait vu naître. L'homme avait secoué la tête, ajusté ses lunettes sur son nez et répondu que la dette de 8000 francs était bien trop grande pour susciter la pitié d'un quelconque banquier. Tandis que Céline emballait les quelques vêtements que la banque l'autorisait à emporter, de l'autre côté du petit village, le son lourd et rythmé d'une hache fendant du bois résonnait dans la cour d'une modeste menuiserie. Auguste Morel, un homme de 25 ans, aux épaules larges et aux mains sculptées par le travail acharné, abattait la lame d'acier sur un tronc de châtaignier avec une précision redoutable. L'odeur douce et boisée de la sciure imprégnait ses vêtements en toile de chanvre, tandis que la sueur brillait sur son front malgré le vent froid qui descendait des cimes. Auguste était un homme au silence profond. Tout le village connaissait son habileté avec le bois, capable de réaliser des assemblages parfaits sans utiliser un seul clou en fer, mais peu connaissaient le son de son rire. Il vivait seul, depuis le départ de son propre père, le vieux Sébastien, un rêveur qui avait passé sa vie à économiser chaque sou de cuivre qu'il gagnait. Le rêve de Sébastien n'était pas le village, ce n'était pas la menuiserie. Son rêve était le plateau du Sapin Blanc, un lopin de terre brute, isolé et fier, situé dans les entrailles du massif, à près de 2000 mètres d'altitude. Sébastien avait acheté ces terres à la sueur de toute une vie, rêvant d'y construire une ferme prospère, loin de la cupidité des hommes de la ville. Mais le cœur du vieux charpentier avait lâché avant que la première pierre des fondations ne soit posée.
Auguste arrêta sa hache en plein vol, essuya son visage avec le dos de sa main calleuse et regarda vers le sommet de la montagne, partiellement couvert par une brume dense et argentée. Il avait hérité de la terre, de l'acte notarié scellé à la cire et du rêve inachevé. Mais gravir la montagne seul, pour affronter l'hiver brutal qui s'annonçait, ne semblait pas seulement être un défi, mais presque une condamnation à l'échec. Le destin a des façons curieuses et souvent douloureuses de croiser les chemins de ceux qui sont sur le point de tomber. Ce même mardi après-midi, Céline marchait en direction de l'auberge de Madame Mercier, traînant une valise en cuir usé qui contenait tout ce qui lui restait au monde. Le vent glacial fouettait son visage et le poids de l'humiliation courbait ses épaules. Le village semblait avoir fermé ses portes à la fille du commerçant ruiné. Aucune famille aisée ne voulait l'engager comme gouvernante, et les parents éloignés avaient ignoré ses télégrammes de détresse. Ce fut exactement au coin de la rue de l'église paroissiale, près de l'atelier de menuiserie, que la poignée de la vieille valise céda enfin. Le cuir se rompit dans un claquement sec, dispersant quelques vêtements, un châle en laine tricoté par sa mère et 2 livres de poésie sur la terre humide de la rue. Céline tomba à genoux, sentant les larmes chaudes de désespoir déborder finalement, tachant son visage épuisé. Elle tenta de ramasser ses affaires à la hâte, les mains tremblantes de froid et de honte. C'est à cet instant qu'une ombre immense voila la lumière pâle du soleil d'automne. Auguste s'était arrêté sur le pas de sa porte. Il ne dit pas un mot au début. Il s'avança simplement d'un pas lourd vers elle, s'accroupit avec l'agilité de celui qui est habitué au travail manuel et commença à l'aider à rassembler ses biens. Le silence entre eux était dense, seulement brisé par le froissement des feuilles mortes balayées par le vent. Céline, toujours à genoux, regarda les mains de cet homme. C'étaient des mains marquées par d'anciennes cicatrices, aux jointures épaisses et aux ongles salis par la terre et la résine, mais qui tenaient son châle en laine avec une délicatesse absolue, comme s'il touchait une relique sacrée. Elle murmura un remerciement timide, s'essuyant le visage du revers de la main. Auguste leva ses yeux sombres et profonds, les fixant sur le visage fatigué de la jeune femme. Il connaissait son histoire. Tout le village commentait la tragédie de la famille Bernard. Il ficela la valise avec un morceau de corde de chanvre épaisse qu'il sortit de la poche de son tablier, s'assurant qu'elle ne s'ouvrirait plus, et se releva. De sa voix grave, légèrement enrouée par le manque d'usage, il lui demanda où elle allait avec ses bagages sous cette pluie. Céline détourna le regard vers le sol en terre battue, serrant ses bras autour d'elle pour chasser le froid, et répondit d'un filet de voix qu'elle allait tenter de louer une chambre à l'auberge, dans l'espoir de trouver du travail en cuisine pour payer son séjour. Auguste resta silencieux pendant une longue minute. Il regarda la montagne au loin, puis posa son regard sur la jeune femme fragile, qui abritait pourtant une lueur d'obstination irréductible dans ses yeux en amande. Le charpentier prit une grande inspiration, comme s'il se préparait à soulever un tronc très lourd, et lui dit que l'auberge était pleine de marchands ambulants descendant du nord et qu'elle ne trouverait aucune paix dans cet endroit rempli d'hommes rudes. Céline sentit le désespoir serrer de nouveau sa gorge, lui demandant d'un ton suppliant ce qu'il suggérait qu'elle fasse, puisqu'elle n'avait plus ni toit ni famille. Ce fut alors qu'Auguste Morel lui fit la proposition qui allait changer le cours de leur vie pour l'éternité. Il croisa ses bras larges sur sa poitrine et, pesant chaque mot avec soin pour ne pas l'offenser, expliqua qu'il possédait une terre sur le plateau du Sapin Blanc. Il raconta qu'il devait gravir la montagne dans 2 jours pour commencer à construire une maison et défricher le pâturage avant que les gelées de décembre ne figent le sol. Auguste dit avec une honnêteté brutale qu'un homme seul dans les montagnes ne faisait que la moitié du travail, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du campement, de la nourriture, et qui aurait le courage d'affronter l'isolement pendant qu'il érigerait les murs. Il déglutit et ajouta, les oreilles légèrement rougies par la timidité, que si elle acceptait de monter la montagne avec lui et de travailler à la construction de ce foyer, la terre et la maison leur appartiendraient à parts égales.
Il promit, en la regardant au fond des yeux avec une gravité inébranlable, qu'il ne lui manquerait jamais de respect, et qu'ils seraient comme des associés dans une entreprise de survie. Céline écarquilla les yeux, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Cette proposition était d'une folie totale. Gravir la montagne sauvage avec un homme qu'elle connaissait à peine, affronter les bêtes sauvages, le froid mordant et le travail épuisant, abandonnant définitivement tout vestige de confort civilisé. Mais, en regardant l'expression solide et digne d'Auguste, et en se rappelant l'alternative humiliante qui l'attendait au village, le choix devint limpide. Elle releva le menton, essuya la dernière larme qui perlait sur son visage, et répondit d'une voix ferme qu'elle acceptait l'accord, à condition qu'ils partent avant l'aube, pour que personne au village n'ait l'occasion de juger sa décision. Le voyage vers les sommets commença sous le manteau sombre d'une aube glaciale, un jeudi. Le silence du monde n'était troublé que par le doux hennissement de la mule alezane qu'Auguste avait louée pour transporter les outils, les sacs de farine, les lentilles, le saindoux et leurs maigres affaires. L'air des Alpes avait une qualité différente. C'était un air rare, tranchant, avec une odeur intense de pommes de pin tombées, de terre mouillée et de mousse verte. Céline marchait à côté de la mule, vêtue d'un épais manteau de laine que son père lui avait laissé, sentant ses jambes brûler d'effort à chaque pas sur la pente abrupte. Le chemin n'était pas une route, mais un sentier sinueux et étroit, englouti par des fougères aigles et des arbres centenaires dont les cimes bloquaient la lumière du soleil. Auguste marchait devant, ouvrant la voie avec une lourde machette, coupant les ronces et les branches épineuses qui s'obstinaient à fermer le passage. Il ne se plaignait pas du poids de son propre sac à dos, ni de l'humidité qui trempait ses bottes en cuir. De temps à autre, il arrêtait sa marche, se retournait et demandait, avec une inquiétude silencieuse, si elle avait besoin de se reposer. Céline, haletante, les cheveux collés au front par la sueur froide, secouait toujours la tête négativement, mentant qu'elle allait parfaitement bien. Elle ne voulait pas être un fardeau dès le premier jour de sa nouvelle vie. À midi, la fatigue présenta l'addition. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau aux eaux si limpides et glacées qu'elles semblaient faites de cristal liquide. Le son de l'eau courant sur les pierres grises apportait une paix étrange à cet environnement inhospitalier. Auguste sortit une timbale en émail, cabossée de son sac, la remplit dans la rivière et la lui tendit. Lorsque les doigts de Céline effleurèrent les siens une fraction de seconde en prenant la timbale, elle sentit une chaleur inattendue irradier de cette main rugueuse, un contraste saisissant avec l'eau glaciale. Il baissa rapidement les yeux, dissimulant le moment en ajustant la charge sur la selle de la mule. Tandis qu'il mâchait en silence des morceaux de pain dur avec du fromage affiné, Céline observa l'homme qui était désormais son unique lien avec la survie. Il émanait de lui une force tranquille, une résilience que la terre semblait exiger de quiconque osait fouler son sol. Auguste, de son côté, remarqua la façon dont elle ne s'était pas plainte des égratignures que les épines avaient laissées sur ses mains, ni de la boue qui tachait l'ourlet de sa robe sombre. Il sentit un profond respect commencer à germer dans sa poitrine, admirant le courage silencieux de cette citadine qui affrontait désormais la sauvagerie de la montagne sans verser une seule larme de regret. Ce n'est qu'à la fin du deuxième jour de marche, alors que le soleil se cachait déjà derrière les pics dentelés, peignant le ciel de teintes violet profond et orange incandescent, qu'ils arrivèrent enfin au plateau du sapin blanc. Céline s'arrêta sur la crête et perdit le souffle, non pas de fatigue, mais face à la grandeur brute de ce qui s'étendait sous ses yeux. La parcelle était un immense plateau ondulé, recouvert d'herbes hautes qui balançaient sous le vent fort, entouré par une forêt dense de mélèzes majestueux qui semblaient toucher le ciel. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait aucun signe de présence humaine, à l'exception de quelques piquets de bois pourris que le vieux Sébastien avait plantés des années auparavant. L'isolement était absolu, magnifique et terrifiant à la fois. Le vent hurla,
apportant avec lui un froid mordant qui traversait les vêtements de laine comme s'ils étaient de papier. Le défi monumental qu'ils avaient devant eux devint effroyablement réel. Ils ne devaient pas seulement construire une maison, ils devaient dompter un morceau indomptable de la nature avant qu'elle ne les dévore. La première nuit fut un test d'endurance que Céline n'oublierait jamais. Auguste monta un abri de fortune en utilisant une bâche cirée attachée entre 4 troncs de sapin, créant un toit bas pour les protéger de l'humidité glaciale de la nuit. Ils ramassèrent du bois sec dans l'obscurité, tâtant la forêt avec précaution. Le son de la première allumette grattée contre la boîte et l'odeur du soufre brûlé furent les petits miracles de cette nuit-là. Lorsque les flammes du feu de camp s'élevèrent enfin, illuminant leurs visages fatigués et projetant des ombres dansantes sur la bâche, un sentiment de soulagement temporaire lava leur fatigue. Auguste plaça une marmite en fonte sur le feu, réchauffant un peu de soupe aux choux avec du lard salé. L'odeur de la nourriture chaude dans l'air glacial de la montagne était la chose la plus réconfortante que Céline ait jamais sentie. Ils mangèrent en silence, assis sur des troncs abattus, assez proches pour que la chaleur du feu les réchauffe tous les deux, mais gardant une distance respectueuse. Après avoir nettoyé la marmite, Auguste tira sa couverture en laine écrue et s'installa sur le sol dur en terre, à l'extérieur de l'abri, lui laissant entièrement la partie couverte et la mieux protégée. Céline le regarda, recroquevillé sous le froid rigoureux, et protesta à voix basse, disant qu'il y avait de la place pour 2 sous la bâche et qu'il allait geler dehors. Auguste eut un sourire en coin, un petit sourire rare qui illumina ses yeux un instant, et répondit d'une voix douce qu'il était fait d'écorce de chêne, habitué au froid, et qu'elle devait dormir à l'abri pour avoir des forces le lendemain. Ce geste de protection silencieuse, dénué de toute arrière-pensée et chargé d'une véritable sollicitude, planta la première graine de quelque chose de bien plus grand que la gratitude dans le cœur de la jeune femme. Lorsque la première lumière de ce vendredi transperça le brouillard épais qui recouvrait le plateau, le véritable travail commença. Et il fut brutal. Auguste délimita avec des piquets et de la ficelle l'endroit exact où la maison serait érigée, tournant le dos au vent du nord et faisant face au lever du soleil, profitant de chaque goutte de chaleur que la montagne pourrait offrir. La première phase consistait à creuser les tranchées pour les fondations, en taillant une terre compactée par des siècles de gel et de soleil, pleine de grosses racines et de pierres obstinées. Le son constant de la pioche heurtant les pierres devint la nouvelle musique de leur vie. Auguste frappait le sol avec une force constante, les muscles de son dos se tendant et se relâchant dans un rythme hypnotique, tandis que la sueur détrempait sa chemise. Céline ne resta pas là à attendre. Elle noua l'ourlet de sa robe autour de sa taille, enfila de lourdes bottes et commença à ramasser les pierres plus petites qu'il arrachait du sol, les transportant dans un panier en osier pour former les tas qui seraient plus tard utilisés pour les fondations. Le poids des pierres écorchait ses mains et engourdissait ses bras, mais elle ne s'arrêtait pas. À chaque voyage avec le panier plein, elle prouvait à la montagne et au charpentier qu'elle n'était pas une demoiselle inutile. Dans les jours qui suivirent, une routine épuisante mais étrangement harmonieuse s'établit entre eux. Ils se réveillaient avant le soleil, l'herbe couverte d'une fine couche de givre blanc qui craquait sous les bottes. Tandis qu'Auguste partait dans les bois couper les arbres droits qui serviraient de piliers principaux, le son de sa hache brisant le silence de l'aube, Céline s'occupait du feu, préparait le café fort et faisait bouillir des légumes racines pour le premier repas. Elle apprit à cuire du pain sur une plaque en fonte au-dessus du feu, l'odeur de la pâte grillée se mêlant à la fumée de bois. Lorsqu'ils revenaient, traînant d'immenses troncs avec l'aide de la mule, leur repas se déroulait dans une proximité confortable. Le silence n'était plus gênant, il était devenu un langage à part entière entre eux. Un après-midi, alors qu'elle tentait de soulever une pierre particulièrement lourde pour la trancher, Céline perdit l'équilibre et la roche glissa, écorchant son avant-bras
et dessinant une fine ligne de sang sur sa peau claire. Elle poussa un petit cri de douleur contenue. Avant qu'elle n'ait pu cligner des yeux, Auguste était à ses côtés. Il jeta sa houe à terre, prit le bras de la jeune femme avec une délicatesse qui contrastait avec sa carrure, et examina la coupure en fronçant les sourcils d'inquiétude. Il sortit un mouchoir propre de la poche intérieure de son gilet, alla jusqu'au ruisseau voisin pour l'humidifier dans l'eau froide et revint nettoyer sa blessure avec la douceur de celui qui nettoie une porcelaine rare. Il murmura, sans la regarder directement dans les yeux, qu'elle devait faire attention, car la montagne ne pardonnait pas les inattentions. Céline observa son visage si proche du sien, sentant le souffle chaud de l'homme contre la brise froide. Le contact ferme et précautionneux de ses doigts calleux envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale, un tremblement qui n'avait rien à voir avec le climat montagnard. Elle murmura qu'elle allait bien, le remerciant pour ses soins d'une voix légèrement tremblante, tandis qu'une rougeur têtue montait à ses joues. Ce bref moment de vulnérabilité partagée cimenta une confiance mutuelle que 1000 mots n'auraient jamais pu construire. En 2 semaines, les fondations en pierre étaient prêtes, suffisamment solides et profondes pour supporter les tempêtes et les vents les plus féroces. La prochaine étape serait d'ériger la structure en bois, le squelette du foyer. Mais ce fut au 20e jour de travail sur le plateau du Sapin Blanc que le sentiment d'isolement pacifique fut abruptement brisé. Le soir tombait, colorant les nuages d'un gris plomb menaçant, lorsque le bruit de sabots de chevaux frappant le sol en terre résonna depuis le sentier principal. Ce n'était pas leur mule, et ce n'était pas un seul cheval. Auguste lâcha immédiatement sa scie, sa posture se durcissant, et marcha pour se placer devant l'abri où Céline rangeait les provisions, formant un bouclier naturel avec son propre corps. De la brume légère qui montait de la pente, émergèrent 2 cavaliers bien vêtus, portant d'épaisses capes de laine et montant de formidables chevaux de race. L'homme qui ouvrait la marche, aux cheveux grisonnants bien coupés et à la prestance hautaine de ceux qui ont l'habitude de commander au monde, tira sur les rênes de son cheval noir, s'arrêtant à quelques mètres des fondations fraîchement construites. Une odeur de tabac cher et de cuir mouillé envahit l'air, une odeur qui appartenait au riche salon de la ville et non à cette terre vierge. L'homme regarda autour de lui, évaluant le dur labeur du couple avec des yeux plissés et analytiques, avant de fixer son regard froid sur Auguste. D'une voix polie, mais qui portait le ton inimitable d'un ordre déguisé en cordialité, il se présenta sous le nom de Gaston de Fontenay, propriétaire de tous les pâturages qui bordaient la partie basse du massif. Gaston sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et dit à Auguste qu'il admirait le courage d'un jeune homme qui monte à la montagne, avec une femme pour tenter sa chance, mais que le Sapin Blanc était une terre bien trop dure pour des rêveurs sans argent. Le riche bourgeois ne s'embarrassa pas de détour. Il ajusta ses gants d'équitation et déclara, avec la confiance absolue de celui qui n'entend jamais le mot « non », que ce lopin abritait une source d'eau vitale pour son bétail pendant la saison sèche. Gaston sortit une épaisse enveloppe en papier de l'intérieur de son manteau et expliqua qu'elle contenait une somme d'argent suffisante pour qu'Auguste puisse acheter une nouvelle menuiserie dans la capitale régionale et pour que la jeune fille puisse refaire sa vie confortablement, loin de la boue et de la souffrance. Il les avertit d'un ton effroyablement calme qu'il ferait bien de prendre l'argent, de redescendre de la montagne avant que la neige du grand hiver ne recouvre les sentiers, et de laisser la terre entre les mains de ceux qui avaient réellement le pouvoir de la dominer. Auguste serra les poings avec tant de force que les jointures de ses doigts blanchirent, les muscles de sa mâchoire saillant sous la tension, tandis que le vent cinglant sembla soudain apporter avec lui non seulement le froid de la nature, mais le poids d'une menace qui mettrait à l'épreuve chaque pierre de ses fondations et la survie même du sentiment qui commençait à naître entre lui et Céline. Le paradis rustique qu'il construisait avec tant de sueur et d'espoir avait été découvert, et la véritable bataille pour ce foyer ne faisait que commencer. L'écho des sabots des chevaux de Gaston de Fontenay
semblait encore vibrer sur les pierres éparses du plateau glacé, bien après que la brume épaisse eut englouti la silhouette du riche propriétaire arrogant et de son contremaître silencieux. Le vent hurlait furieusement à travers les branches nues des sapins et des immenses mélèzes, charriant avec lui un froid qui cisaillait la peau et figeait jusqu'aux pensées les plus courageuses. Auguste Morel resta immobile un long moment, comme si ses pieds étaient coulés dans le béton de la terre sombre qu'il avait lui-même creusée avec tant de sueur et d'espoir. L'odeur sucrée de tabac cher et de cuir mouillé qui émanait des visiteurs indésirables flottait encore dans l'air, contrastant violemment avec l'odeur rustique de la sciure fraîche, de la sueur accumulée et de la terre mouillée qui imprégnait les vêtements de toile du charpentier. Céline Bernard, toujours postée à quelques pas derrière le corps large et protecteur d'Auguste, sentit son propre cœur battre la chamade contre ses côtes comme un oiseau prisonnier d'une cage trop étroite. Elle connaissait ce ton de voix poli et menaçant. C'était exactement le même ton courtois, bureaucratique et implacable du notaire qui avait saisi la boutique de son défunt père à Saint-Julien et l'avait jetée dans la rue de l'Amertume sans une once de compassion. Cet homme riche ne faisait pas une véritable offre commerciale. Il émettait un ordre masqué par de la générosité, un avis d'expulsion déguisé en conseil amical. Auguste bougea enfin, ses larges épaules s'affaissant lourdement alors qu'il relâchait l'air qu'il retenait dans ses poumons. Il tourna lentement le visage vers elle, l'expression durcie par la colère contenue, mais ses yeux sombres s'adoucirent subtilement en rencontrant le regard effrayé de la jeune femme. Le charpentier se frotta la nuque avec sa main calleuse, tachée de résine de pin, soupirant avant d'expliquer d'une voix grave que Gaston possédait la seule route charretière décente qui reliait les pentes inférieures de la montagne au village. Il dit que, si le propriétaire décidait de fermer les portes de la route principale avec des chaînes et des cadenas en acier, il devrait descendre par la forêt vierge au milieu de l'hiver rigoureux, juste pour pouvoir acheter une poignée de sel ou un litre de pétrole. Auguste déglutit, la honte colorant légèrement le bout de ses oreilles, et avoua avec une honnêteté douloureuse que l'argent de cette épaisse enveloppe aurait pu lui donner la chance de retourner à la civilisation avec dignité, peut-être d'ouvrir une petite boutique de tissus en ville et de ne plus jamais avoir besoin de brûler ses mains sensibles au feu de camp lors des aubes glaciales. Céline sentit son sang bouillir d'une indignation soudaine, une colère qui n'était pas dirigée contre lui, mais contre l'idée simple et lâche d'abandonner le seul endroit qui l'avait accueilli. Elle combla la distance entre eux d'un pas ferme, ignorant la boue qui salissait l'ourlet de sa robe en laine sombre, pointa un doigt tremblant vers les fondations en pierre massive sur le sol et déclara, la voix brisée mais pleine d'une conviction inébranlable, qu'elle préférait manger des racines amères et dormir sur le sol dur de cette montagne pour le reste de sa vie, plutôt que d'accepter l'aumône empoisonnée d'un homme arrogant qui pensait pouvoir acheter l'âme des gens. Elle plongea son regard au fond des yeux intenses d'Auguste, releva son menton taché de suie et murmura qu'elle avait scellé un pacte sacré avec lui ce jour de pluie au village, pas avec le riche bourgeois, et qu'elle ne quitterait cette terre que lorsque la maison serait complètement achevée, avec un toit solide contre les tempêtes et de la fumée chaude s'échappant de la cheminée en pierre. Le long regard silencieux et chargé d'électricité qu'ils échangèrent à cet instant n'eut besoin d'aucun mot supplémentaire pour se faire comprendre. Il y avait là une promesse implicite de loyauté profonde, forgée dans le feu de l'épreuve. Un lien invisible, qui commençait à prendre des racines bien plus profondes et robustes que celles des vieux arbres alentour. Les 3 semaines suivantes se transformèrent en une course effrénée et désespérée contre le calendrier implacable de la nature. Le mois de novembre déversa sur les Alpes une succession de pluies fines, glacées et persistantes, qui transformèrent l'intégralité du lot en un bourbier glissant et traître, testant la patience et l'endurance physique des 2 bâtisseurs jusqu'à la limite du supportable.
Il devait élever les murs de pisé et de bois avant que les redoutables gelées du mois de décembre ne gèlent l'humidité de la terre, rendant absolument impossible le moulage des briques rustiques ou le damage de la boue dans les armatures de bois. La routine quotidienne devint un mécanisme de survie et d'effort physique extrême qui commençait avant même que le soleil ne pointe à l'horizon gris. Auguste s'enfonçait dans la forêt dense, avec sa hache affûtée, abattant de longues poutres de chêne et de hêtre, traînant les troncs lourds avec l'aide de la mule alezane, tandis que ses épaules palpitaient de douleur et que ses vêtements étaient complètement trempés par la bruine constante. Le son rythmique et solitaire de la hache frappant le bois dur résonnait dans la vallée comme le battement de cœur de la montagne elle-même. Pendant ce temps, Céline, qui 2 mois plus tôt vendait de la dentelle fine et des rubans de soie derrière un comptoir poli et propre, pétrissait maintenant la boue rouge pieds nus, mélangeant la terre argileuse avec des poignées de paille sèche et des seaux d'eau glaciale puisés dans le ruisseau voisin. Le froid cinglant remontait par ses talons, engourdissant ses membres jusqu'à presque lui faire perdre la sensibilité de ses jambes. Mais elle n'interrompit pas son mouvement méthodique une seule seconde. Le son humide de la boue projetée contre les armatures de branchages tressés remplissait les longs après-midi silencieux. Lors d'un mardi particulièrement sombre, alors que le brouillard dense avalait même la lumière opaque du midi, la fatigue accumulée présenta son cruel tribut. Céline glissa lourdement sur l'herbe mouillée alors qu'elle portait un panier bien trop lourd, rempli de mortiers de terre, pour colmater une fissure en haut du mur. Elle tomba à genoux, avec un bruit sourd, sur les pierres tranchantes des fondations, renversant le panier et ruinant le dur labeur de près de 2 heures. La frustration, la douleur aiguë dans ses genoux écorchés et l'épuisement profond firent finalement céder les barrages de sa retenue émotionnelle. Elle cacha son visage dans ses mains tremblantes et couvertes de boue rouge et commença à pleurer en silence, ses frêles épaules secouées par des tremblements violents sous son châle de laine humide. Auguste était perché en haut d'un échafaudage précaire en bois, ajustant une ferme du toit, lorsqu'il entendit le bruit de la chute étouffée par la pluie. Il descendit les marches de bois brutes avec l'agilité désespérée d'un chat sauvage, courut vers elle en oubliant tous ses outils en haut et s'agenouilla dans l'épaisse gadoue sans se soucier de salir son propre pantalon en toile rude. D'une délicatesse effarante pour des mains aussi grandes, rustiques et meurtries par le travail de force, le charpentier repoussa le panier renversé d'une petite poussée, prit un lambeau de tissu propre dans la poche intérieure de son gilet et le trempa dans une flaque d'eau de pluie qui s'était formée dans le creux d'une pierre. Il releva le visage de Céline par le menton, du bout de ses doigts râpeux, et commença à essuyer la boue de ses joues avec des mouvements extrêmement lents et précis, comme s'il craignait de briser une porcelaine inestimable. Auguste ne lui dit pas d'arrêter de pleurer. Il ne prononça pas de phrases creuses, affirmant que tout s'arrangerait facilement, et il n'exigea pas qu'elle soit forte tout le temps. Il murmura seulement, la voix étrangement voilée par une émotion qu'il luttait pour contenir, que la boue de cette montagne était têtue et dure comme la pierre, mais qu'il était profondément impressionné par la force inébranlable que possédaient ses mains délicates. Il lui confessa dans un murmure rauque, plongeant son regard directement dans les yeux, en amande embuée de larmes de Céline, que de toute sa vie, il n'avait jamais rencontré une femme avec autant de bravoure silencieuse, et que les murs de cette maison ne s'élevaient si fort que parce que son esprit indomptable soutenait chaque motte de terre. La chaleur de son souffle formait de petits nuages blancs de vapeur dans l'air glacial de la montagne, effleurant doucement le visage de la jeune femme à chaque mot prononcé. Céline sentit ses larmes se tarir presque instantanément dans sa gorge, remplacées par une chaleur soudaine et réconfortante qui monta le long de son cou, teintant son visage d'un rouge vif sous les restes de saleté. Elle prit une grande inspiration, fermant les yeux une seconde pour s'imprégner de l'odeur incomparable de pain frais,
de pluie et de sueur propre qui émanait de l'homme si proche d'elle, et murmura un merci fragile d'une voix brisée. Auguste soutint ce regard intense une fraction de seconde de plus que ce que la simple courtoisie aurait exigé, ses yeux sombres descendant presque imperceptiblement vers ses lèvres tremblantes avant de remonter vers ses yeux brillants et humides. Il se racla la gorge d'un petit toussotement nerveux, se leva rapidement comme si le sol brûlait ses genoux, tendit sa main ferme et la tira de la boue d'une secousse douce et extrêmement précautionneuse. Ce bref instant de vulnérabilité brute et de protection mutuelle modifia silencieusement la dynamique entre eux. La distance respectueuse des premiers jours avait commencé à s'effondrer, laissant place à un flirt timide, voilé derrière des gestes d'attention constante, qui réchauffait l'âme de tous deux dans la solitude glacée des sommets. La nécessité d'approvisionnement de base imposa une brève pause dans le rythme effréné de la construction. La farine s'épuisait, le sel avait formé des blocs à cause de l'humidité, et ils avaient besoin de graines pour commencer un potager avant que le sol ne devienne trop dur. Auguste suggéra qu'ils descendent quelques lieues jusqu'à mi-pente de la montagne, où vivait Madame Léonie Tardieu, une veuve de 56 ans, connue dans la région pour sa sagesse concernant les hautes terres et pour cultiver le meilleur sarrasin du canton. La descente se fit un mercredi matin, le soleil perçant enfin le brouillard et illuminant les feuilles de fougère d'un vert éclatant et porteur d'espoir. Le chemin jusqu'à la ferme de Madame Léonie était étroit, longeant des gorges de pierres grises où l'eau cristalline dévalait en cascades furieuses. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, ils furent accueillis par l'odeur céleste de pain de seigle cuisant au four et de café fort filtré, dans une chaussette en tissu. La maison de Madame Léonie était petite, blanchie à la chaux, avec des volets bleus écaillés, entourée de vieux rosiers qui s'obstinaient à fleurir, malgré le froid rugueux. La femme, aux cheveux grisonnants attachés en un chignon strict et à la peau burinée par des décennies de soleil et de vent, les accueillit sur la galerie avec un large sourire qui plissa les coins de ses yeux sombres et observateurs. Elle leur ordonna de s'asseoir sur les bancs de bois de la cuisine d'été, servit le café fumant dans des tasses en terre cuite et coupa de généreuses tranches du pain encore tiède. Tandis qu'ils mangeaient dans un silence reconnaissant, Madame Léonie regardait de Céline à Auguste avec une perspicacité muette, remarquant les brefs regards qu'ils s'échangeaient et la façon dont le charpentier réajustait le châle sur les épaules de la jeune fille sans qu'elle n'ait besoin de le demander. La veuve soupira, s'essuya les mains sur son tablier à fleurs et commença à raconter le passé de ces montagnes, révélant des détails que le village en contrebas préférait oublier. Elle expliqua d'une voix ferme et cadencée que Gaston de Fontenay ne s'était pas enrichi par la sueur de son propre travail, mais en rachetant les billets à ordre de petits paysans lors d'époques de famine ou de sécheresse sévère et en saisissant leurs terres lorsqu'ils ne pouvaient pas payer les intérêts usuraires. Madame Léonie but une gorgée de son café et les mit en garde, en fixant sérieusement Auguste, que l'homme à l'enveloppe n'abandonnait pas facilement une source d'eau potable, et que son apparente courtoisie n'était que le gant de velours cachant une main de fer impitoyable. Elle conseilla au jeune couple de terminer le toit le plus vite possible et de bien verrouiller les barrières invisibles de leur terre, car lorsque la faim du bétail de Gaston se ferait sentir à la fin de l'hiver, les lois de papier ne vaudraient pas grand-chose en haut de la montagne isolée. Avant leur départ, la bonne veuve remplit les sacoches de la mule d'épis de maïs anciens, de graines de courge résistantes au froid, de haricots secs et de quelques morceaux de viande salée, refusant l'argent qu'Auguste essaya de lui imposer. Elle adressa simplement un clin d'œil à Céline, sourit et dit que son paiement serait de voir la fumée de leur cheminée monter droite vers le ciel dans les matins de février, prouvant que l'amour et l'obstination pouvaient encore triompher de la cupidité des hommes de la vallée. Si vous avez le cœur serré en espérant que Céline et Auguste parviennent à terminer la construction du foyer de leurs rêves dans les montagnes et à vaincre la méchanceté des puissants,
Laissez dès maintenant un commentaire avec des mots d'encouragement pour notre couple et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Contes d'antan pour continuer à suivre ces histoires émouvantes de dépassement de soi et de romance. Le mois de décembre avança, apportant avec lui les premières gelées blanches qui recouvraient le plateau tel un tapis de verre brisé dans les aubes silencieuses. Le travail avait aiguisé leurs sens et modelé leur corps à la beauté brutale de la nature. Auguste paraissait encore plus imposant. Les muscles de ses bras définis par l'effort de soulever des poutres, la peau de son visage légèrement tannée par le rare soleil et burinée par le vent constant. Céline, quant à elle, avait perdu la pâleur fragile de la fille de la ville, gagnant une posture droite et fière, ses cheveux sombres, fermement tressés pour ne pas gêner le travail, et un éclat de vitalité incandescente dans les yeux que l'épuisement ne parvenait pas à éteindre. Les nuits devinrent leur unique refuge de repos, vécu à l'intérieur de la pièce principale, dont les 4 murs étaient déjà dressés, éclairés par le petit feu qu'ils maintenaient allumé au centre du sol en terre battue pour accélérer le séchage des murs de boue. L'environnement isolé du reste du monde créait une bulle d'intimité croissante et réconfortante. Lors de l'une de ces nuits glaciales, alors que le vent frappait furieusement contre les épaisses portes en chêne massif qui avaient été installées la veille, Auguste s'assit près du feu avec un morceau de bois dur entre les mains et un canif bien aiguisé. Il travaillait en silence, les copeaux tombant sur le sol, tandis que la forme d'une cuillère en bois, parfaitement lisse et ornée de petites feuilles à la base du manche, commençait à émerger sous ses doigts agiles. Céline était assise de l'autre côté du foyer, ses lunettes de lecture sur le bout du nez, reprisant une vilaine déchirure sur la manche du manteau de laine d'Auguste, avec un fil épais et une fine aiguille. Le bruit du vent à l'extérieur rendait le silence à l'intérieur encore plus sacré. Elle acheva le dernier nœud, coupa le fil avec ses dents et marcha vers lui pour lui tendre le vêtement réparé. Le charpentier cessa de sculpter, épousseta la poussière de bois de son pantalon et prit le manteau en la remerciant avec un sourire qui illumina tout son visage sérieux. En retour, il tendit la main, lui offrant la cuillère en bois tout juste achevée. Céline prit l'ustensile, émerveillée par la douceur du bois poli et la délicatesse des détails creusés dans le manche. Elle passa son pouce sur le motif des feuilles, sentant sa poitrine se serrer d'émotion face à ce cadeau simple, mais chargé d'une signification immense, un objet fait spécialement pour le foyer qu'ils créaient ensemble. Elle lui demanda, la voix tremblante et un sourire timide dessinant ses lèvres, comment il parvenait à avoir tant de force pour ériger des murs entiers le jour et tant de délicatesse pour sculpter quelque chose de si petit la nuit. Auguste baissa la tête, sentant son visage chauffer, et répondit à voix basse que le bois disait toujours ce qu'il voulait être. Il suffisait d'avoir la patience de l'écouter, et qu'il souhaitait qu'elle ait de belles choses dans sa cuisine lorsque la maison serait prête. Il releva lentement les yeux, croisant son regard à travers les flammes dansantes du feu, et ajouta d'un ton grave que ses mains ne trouvaient leur véritable but que lorsqu'elles construisaient quelque chose qui la faisait sourire. Céline sentit une vague de chaleur balayer tout son corps, l'air devenant soudain raréfié dans la petite pièce. C'était l'un de ces moments de flirt indirect, pur et intense, où aucune déclaration d'amour n'est faite à haute voix, mais où le cœur comprend exactement la magnitude de ce qui a été dit entre les lignes. Elle s'assit à côté de lui sur le banc rustique, épaule contre épaule, la chaleur de son corps irradiant à travers les vêtements épais, et ensemble, ils observèrent le feu brûler toute la nuit, unis par une complicité inébranlable. Mais la paix conquise sur la montagne exige toujours un prix élevé pour être maintenue. Au cours de la première semaine de janvier, un front froid venu du nord engloutit le massif avec une férocité démoniaque. Ce ne fut pas seulement du gel, ce fut un blizzard soudain et violent qui transforma le paysage en un désert blanc et mortel en l'espace de quelques heures. La température chuta de façon drastique en dessous de 0,
gelant l'eau dans les seaux en bois à l'intérieur de la maison et recouvrant le toit encore inachevé d'une couche épaisse et dangereuse de glace. À l'aube du lundi, Auguste se réveilla en sursaut au son du hennissement désespéré de la mule dans la petite étable provisoire qu'ils avaient de bâtie près des rochers. Il ouvrit la porte avec difficulté, repoussant la barrière de neige qui s'était accumulée sur le seuil, et se retrouva face à un spectacle dévastateur. Le toit en bâche de l'abri de la mule s'était déchiré sous le poids de la glace, laissant l'animal exposé au vent mortel. Sans réfléchir à deux fois, Céline jeta le lourd châle sur ses épaules et courut derrière lui en s'enfonçant dans la neige molle jusqu'aux genoux. Le vent hurlait dans leurs oreilles, cisaillant la peau de leur visage comme de minuscules lames de verre. Ils travaillèrent côte à côte dans la tempête de neige, criant pour s'entendre par-dessus le rugissement du vent, tirant la mule terrorisée hors de l'abri détruit et forçant l'animal têtu à entrer dans la pièce en pierre inachevée qui servirait de cellier dans la maison principale. Auguste avait les lèvres violettes de froid et les mains tremblantes alors qu'il tentait de dénouer les nœuds gelés des cordes, mais Céline ne recula pas, utilisant son propre corps pour réchauffer le cou de l'animal jusqu'à ce qu'il soit en sécurité entre les murs épais. La crise du blizzard prouva la solidité de la maison qu'ils avaient construite, mais apporta un problème encore plus grand et invisible. Le bois sec qui restait avait été presque entièrement mouillé. Le toit principal n'était fait qu'à moitié, et le stock de pétrole pour les lampes tempêtes touchait à sa fin. Auguste évalua la situation d'un regard sombre, les épaules tendues. Il déclara, la voix rendue cassante par l'inquiétude, qu'il devait descendre au village de toute urgence pour chercher plus d'huile et des clous de fixation avant qu'une deuxième tempête ne les enferme sur le plateau pour de bon. Céline le supplia d'attendre que le temps s'éclaircisse, mais il argumenta que leur survie à tous les deux dépendait de la fermeture de ce toit avant la fin de la semaine. La descente commença un mercredi matin, le soleil se reflétant douloureusement sur la neige d'un blanc aveuglant. Mais le périple du charpentier fut interrompu brutalement à mi-chemin, juste en dessous des terres de Madame Léonie. La route principale, la seule voie assez large pour laisser passer la mule chargée, était bloquée par une immense barrière de troncs de chêne fraîchement construite, verrouillée par une épaisse chaîne en acier et un formidable cadenas. Un panneau de bois fraîchement peint était cloué sur le tronc central, avertissant que le passage était la propriété privée du domaine de Fontenay et que les intrus seraient accueillis à coups de fusil. La prédiction sombre et calculée de Gaston s'était concrétisée au pire moment possible. Il n'avait utilisé ni armes ni hommes de main violents. Il avait utilisé le froid de la nature et les lois de la propriété pour asphyxier le jeune couple dans leur forteresse inachevée, les forçant à l'abandon par pur épuisement et manque de ressources. Auguste s'arrêta devant la barrière verrouillée, le sang battant à ses tempes et une colère chaude montant dans sa poitrine. Le dilemme moral heurta violemment sa conscience d'homme honnête. Il tenait la lourde hache dans ses mains gantées. Un coup précis sur la vieille chaîne résoudrait le problème immédiat, mais ferait de lui un criminel aux yeux de la loi du village, donnant à Gaston l'excuse parfaite dont le riche propriétaire avait besoin pour envoyer la gendarmerie les expulser de la montagne menottés comme de vulgaires bandits. Le charpentier prit une profonde inspiration, soufflant des bouffées de vapeur furieuses dans l'air glacé. Il savait que la force brute ne vaincrait pas la ruse d'un homme de pouvoir. Avec un effort monumental de maîtrise de soi, Auguste rangea la hache sur la selle de la mule, fit demi-tour et décida de suivre le chemin dangereux, le sentier caché sur les pentes escarpées à l'arrière du massif, dont Madame Léonie avait parlé une fois dans un murmure. C'était une voie presque invisible par laquelle les anciens colporteurs passaient des siècles auparavant pour éviter les taxes du royaume, bien trop abruptes, bien trop dangereuses, et complètement libérée des chaînes du châtelain.
La lutte pour la survie de l'amour et du foyer sur le plateau du Sapin Blanc avait cessé d'être uniquement dirigée contre les forces implacables de la nature sauvage pour se transformer de manière définitive en une épreuve absolue de ruse, d'endurance et de courage contre les pièges silencieux des hommes. Le temps jouait contre eux, le froid mordait jusqu'aux os, et le toit de la maison réclamait encore d'être fermé avant que le véritable cœur de l'hiver ne s'éveille. Le chemin de traverse du massif n'était ni une route, ni même un sentier. C'était une vieille cicatrice, presque effacée, sur le flanc rocheux de la montagne, un vestige des pas répétés des colporteurs et des contrebandiers qui avaient traversé ces hauteurs 2 siècles auparavant, lorsque l'administration royale exigeait de lourds tributs pour chaque raccourci officiel traversant les crêtes. Madame Léonie avait évoqué cette voie un après-midi dans un murmure prudent, presque par hasard, disant seulement que les anciens de la région appelaient ce sentier le chemin du sapin, car il grimpait par les roches les plus abruptes du versant nord, où les nuits d'automne, les lucioles s'accumulaient en telle quantité dans les mousses humides que la forêt semblait éclairée par 1000 petites flammes frémissantes. Il était dangereux de le descendre au cœur de l'hiver. Il était presque impossible de le faire en portant une lourde charge sur une mule effrayée, mais c'était le seul chemin qui ne passait pas par les grilles de fer et de bois du fier Gaston de Fontenay. Auguste tira fermement sur les rênes de la mule alezane, ajusta les sacoches en cuir, remplies d'outils, et les paniers qu'il devait remplir de provisions au village, et jeta un dernier regard au plateau qu'il laissait derrière lui. La maison se dressait, ferme et solide, contre le ciel d'hiver couleur de plomb sale, avec ses murs épais de terre rougeâtre et les poutres de chêne déjà en place sur le toit, n'attendant plus que les tuiles en terre cuite et la tuile faîtière pour être véritablement achevées. À travers la vitre rustique de la pièce principale, il aperçut la lumière vacillante de la lampe à pétrole presque vide, un point doré et fragile palpitant contre l'immensité grise de la montagne. Il sut que Céline était éveillée, sans doute en train de repriser un vêtement ou de réorganiser le stock de nourriture pour la 5e fois de la semaine, comme elle le faisait chaque nuit avant de se coucher. Cette façon bien à elle de garder ses mains occupées pendant que son esprit pensait et analysait le monde en silence. Cette image simple, le frémissement doré de la lumière à la fenêtre de la maison qu'ils érigeaient ensemble, serra quelque chose dans la poitrine du charpentier avec une force qui le surprit par son intensité. Il tourna le visage vers le sentier obscur, respira l'air glacial et coupant de cette aube de janvier et commença à descendre. Le chemin du sapin méritait chaque once du respect terrifié que les anciens lui portaient. Les 300 premiers mètres de descente se faisaient par un corridor de pierres plates et énormes qui s'emboîtaient comme les dents tordues de la mâchoire d'un géant endormi, lisse et traîtresse à cause de l'humidité que la végétation rase retenait comme des éponges vivantes. La mule protesta par des hennissements nerveux et graves dès le premier pas, ses pattes arrière vacillant sur les pierres polies, tandis qu'Auguste la guidait avec toute la patience et la fermeté qu'il parvenait à rassembler. Le vent de la montagne, dans cet étroit couloir rocheux, acquérait une personnalité furieuse et imprévisible, soufflant en rafales qui surgissaient de directions inattendues, transportant avec elle de minuscules éclats de glace qui brûlaient la peau exposée de son visage comme des aiguilles de fer chauffées à blanc. Le charpentier enroula un morceau de tissu épais autour de ses oreilles et de sa nuque, baissa le large bord de son chapeau de feutre marron jusqu'à ses yeux et continua de descendre, pas à pas, tâtant prudemment chaque pierre du bout de sa botte avant d'y transférer le poids de son corps. Le brouillard épais qui montait de la vallée transformait le chemin en un labyrinthe de formes vagues et menaçantes, où chaque tronc abattu semblait un nouvel obstacle et chaque ombre sombre sur la pierre pouvait être un trou assez profond pour briser une cheville. En 2 points critiques de la descente, le sentier disparaissait presque totalement, avalé par des décennies de croissance luxuriante, de fougères aigles et de lianes épineuses qui avaient envahi les espaces entre les rochers comme des conquérants victorieux.
Auguste se fraya un chemin à la machette, les coups secs et précis résonnant dans le brouillard, tandis que la mule attendait immobile, quelques mètres plus loin, avec la patience souveraine des bêtes de somme habituées à l'adversité. Dans l'un de ces tronçons bloqués, en nettoyant un enchevêtrement dense de ronces aux épines de la taille de pointe de couteau, le charpentier découvrit, à moitié cachée derrière la végétation, une pierre marquée de profondes entailles. Deux traits croisés et un cercle, la marque incomparable des anciens colporteurs de l'Empire, indiquant que ce chemin était officiel, enregistré et reconnu par l'administration royale. Auguste passa ses doigts sur les sillons remplis de mousse, avec un frisson dans la nuque qui ne venait pas seulement du froid. Cette marque était plus ancienne que d'eux, plus ancienne que le domaine de Gaston de Fontenay, plus ancienne que la commune elle-même. Et de telles marques avaient force de loi dans les archives de la mairie que le propriétaire terrien chérissait tant. Le charpentier ne savait pas encore exactement ce que cela signifiait en termes légaux, mais l'intuition lente et solide qui avait été façonnée par des années de travail honnête lui disait qu'il y avait là un argument bien plus puissant que n'importe quelle confrontation physique. Il garda cette information dans les recoins calmes de son esprit, de la même manière qu'il mémorisait les dimensions d'une pièce de bois dont il n'avait pas encore décidé de l'emplacement, et continua de descendre le sentier, avec des yeux désormais plus alertes aux autres signes le long de la voie. Et il en trouva deux autres, une rangée de pierres taillées, alignées au bord d'un ravin, délimitant avec précision la lisière d'un chemin qui avait autrefois été assez large pour laisser passer deux charrettes de front, et plus loin, gravé sur une pierre de granit couleur gros sel, une croix avec une date inscrite en dessous, 1842. 71 ans plus tôt, quelqu'un était passé par là avec une cargaison suffisamment précieuse pour baliser le chemin pour ceux qui viendraient après. Ce chemin avait une histoire, il avait des témoins de pierre, et il était probablement consigné dans les archives municipales de la ville la plus proche. La descente complète jusqu'au premier champ de blé noir au pied de la montagne demanda 4 heures d'efforts exténuants. Lorsqu'Auguste posa enfin le pied sur un terrain plat, ses genoux palpitaient d'une douleur sourde et tenace, et ses épaules brûlaient de l'effort d'avoir maintenu la mule en ligne droite dans les passages les plus raides. Mais il y eut un immense soulagement à sentir un sol ferme et sans inclinaison sous ses bottes. Il s'arrêta près d'un ruisseau et laissa la mule boire abondamment, pendant que lui-même se penchait pour s'asperger le visage d'eau glacée, sentant le choc thermique dissiper l'engourdissement de la fatigue. Le premier signe de civilisation fut l'odeur de fumée et de ragoût de lentilles qui provenait d'une petite propriété entourée de rondins de bois à environ 200 mètres de la rive du cours d'eau. Un vieux chien bedonnant leva paresseusement la tête en l'entendant approcher, grogna un avertissement sans conviction et se rendormit sous le maigre soleil de midi. Le propriétaire des lieux était un homme d'une 50aine d'années, nommé Honoré, le teint brûlé par le soleil, peu bavard et doté de dents en or qui brillaient lorsqu'il souriait, ce qu'il faisait généreusement. Lorsqu'il apprit qu'Auguste était le jeune homme qui était monté sur le plateau du Sapin Blanc avec une jeune fille du village pour tenter de bâtir une ferme sur le terrain du vieux Sébastien Morel, Honoré ouvrit grand les bras et lui ordonna d'entrer, disant que la marmite de lentilles et de saucisses fumées était prête depuis 1 heure et qu'il était criminel de manger seul. Assis autour de la table rustique en planche de noyer, avec une assiette de nourriture chaude devant lui pour la première fois depuis des jours, Auguste raconta l'histoire de la barrière cadenassée de Gaston de Fontenay, le cadenas en acier et le panneau de menace. Honoré acquiesça lentement, son sourire d'or s'effaçant de son visage, remplacé par une expression d'irritation ancienne et accumulée. L'homme frotta ses mains calleuses sur son pantalon usé et confirma que Gaston avait fermé cette route sans l'autorisation de personne, construisant cette porte en urgence, justement lorsqu'il avait appris qu'un nouvel habitant s'installait au Sapin Blanc, par peur que la source principale ne lui soit disputée pendant les chaleurs de l'été.
Honoré se leva, alla jusqu'à un coffre en bois dans le coin de la pièce et revint avec un vieux cahier à couverture noire dont les pages étaient jaunies par le temps. Il l'ouvrit aux pages centrales et pointa du doigt une liste de noms et de dates manuscrites à l'encre marron passée, expliquant que c'était le registre informel que son propre grand-père avait commencé pour recenser les chemins et sentiers de la région, avec les dates de passage des colporteurs et les noms des propriétés qui bordaient chaque itinéraire. La route que Gaston avait bloquée s'y trouvait, enregistrée sous le nom de route du Val Profond, datée de 1842, identifiée comme un chemin d'usage commun de la région montagneuse. Honoré déclara, avec un sérieux qui jurait avec son caractère affable, qu'il avait tenté d'apporter cette affaire au notaire une fois, mais que Gaston avait des amitiés à la mairie et que le sujet s'était tout simplement évaporé sans laisser de traces. Il regarda Auguste avec des yeux plissés et ajouta que le jeune charpentier devait également savoir que le chemin du sapin qu'il venait de descendre était une route royale, inscrite dans les archives de la mairie de Saint-Julien depuis l'époque des mines, et qu'aucun propriétaire privé ne pouvait la bloquer selon la loi, peu importe qui étaient ses amis au bureau local. Cette information atterrit dans la poitrine d'Auguste avec le poids d'un tronc de chêne abattu d'une hauteur de 15 mètres. Au village, le charpentier fit ses achats avec urgence mais sans précipitation. Suffisamment de pétrole pour 3 semaines d'éclairage et de chauffage. Du gros sel, des haricots secs, de la farine, du saindoux en boîte, de la viande salée de bonne qualité. De longs clous en fer pour les tuiles, du mortier de chaux pour sceller les fissures du toit, et un rouleau de corde de chanvre tressé dont il avait désespérément besoin pour renforcer la structure de l'étable. Dans le bureau du clerc de notaire remplaçant, un jeune homme maigre à lunettes rondes nommé Benoît, qui tenait l'étude en l'absence du titulaire, Auguste posa des questions sur les registres des chemins et routes royales de la région alpine. Benoît ajusta ses lunettes, haussa un sourcil et quitta la pièce, revenant quelques minutes plus tard, en portant avec grand soin un rouleau de parchemin jauni. Il s'agissait du plan des passages et servitudes de la commune, daté de 1863, portant le sceau usé du gouvernement impérial. Elle était là, dessinée à l'encre de Chine, en une ligne pointillée qui montait exactement sur le flanc nord du massif, la route du Val Profond, classée comme servitude publique permanente, ce qui signifiait, en termes juridiques précis, qu'aucun propriétaire privé ne pouvait la bloquer sous peine d'interdiction judiciaire et de lourdes amendes. Benoît en fit une copie sur du papier propre, la signa, l'estampilla du sceau de l'étude et la remit à Auguste avec un regard complice par-dessus ses lunettes rondes. Il ne fit rien payer, disant seulement qu'il avait grandi en écoutant les histoires du vieux Sébastien Morel, un homme honnête qui méritait de voir son fils protégé par des documents officiels. L'ascension de retour vers le plateau du Sapin Blanc avec la mule chargée fut l'expérience la plus exténuante de la vie d'Auguste Morel. La neige avait partiellement fondu en surface pendant la journée, transformant les pierres du sentier en un mélange perfide de glace transparente et de boue sombre. Tous les 3 pas, la mule glissait et devait être corrigée avec une patience de fer. Auguste portait sur ses épaules un sac en cuir contenant les clous et la chaux et tenait dans sa main droite la machette pour dégager les passages que le dégel avait transformés en petites cascades improvisées sur les pierres du chemin. Les muscles de ses cuisses brûlaient d'une manière qu'il n'avait pas ressentie, pas même lors des premiers jours d'excavation des fondations. Le vent s'était calmé, mais la température avait de nouveau chuté avec le coucher du soleil, et son souffle sortait en lourd panache blanc alors qu'il gravissait centimètre par centimètre la pente verticale. Il ne songea pas à abandonner une seule fois. Chaque pas difficile était franchi avec l'image de la lueur de la lampe à la fenêtre gravée dans son esprit, ce point doré et fragile qui l'attendait tout là-haut. Céline avait passé les heures de l'absence d'Auguste dans une veille tendue et productive. Elle savait que rester inactive à attendre serait une façon de laisser la peur grandir sans résistance.
Alors, elle s'était assignée des tâches avec la détermination méthodique qu'elle avait développée durant ces mois de dur labeur. Elle réorganisa entièrement le stock de nourriture restant, faisant des calculs précis au dos d'un papier d'emballage pour déterminer combien de jours de rationnement minimal chaque sac et chaque boîte pourraient les soutenir tous les deux. Elle fit le tour de la maison, inspectant les murs et marquant avec un morceau de charbon les fissures qui nécessitaient de la boue fraîche. Elle répara le manche desserré d'une houe. Elle se prépara une infusion de mélisse et de thym qu'elle but par petites gorgées chaudes, drapées dans la couverture la plus épaisse qu'il possédait. Et lorsque la nuit tomba pour de bon et que le froid extérieur frappa contre les portes de chêne, comme un visiteur insistant et mal élevé, elle prit la cuillère en bois, sculptée par Auguste, passa son pouce sur les feuilles délicatement entaillées dans le manche, et s'assit près du feu qu'elle alimentait avec parcimonie pour faire durer le bois restant. Il y avait des moments durant ces heures où elle s'autorisait à regarder au fond d'elle-même avec l'honnêteté que l'isolement de la montagne enseignait. Elle repensa à sa vie au village, à la boutique de tissus qui n'existait plus, au lit en fer avec un matelas de paille dans l'arrière-boutique qu'elle appelait sa chambre. Elle pensa au nombre de matins où elle s'était réveillée avec le sentiment que le monde était trop étriqué pour contenir ses rêves vagues et indéfinis. Et elle pensa à Auguste, à la façon dont il s'était agenouillé dans la boue pour nettoyer son visage sans demander la permission ni s'excuser, avec cette délicatesse absurde que ses mains rudes cachaient jusqu'au moment où elles étaient nécessaires. À la façon dont il regardait le bois avant de le couper, conversant silencieusement avec la matière, écoutant ce que l'arbre avait été avant de décider de ce qu'il pourrait devenir. À la façon dont, cette nuit-là autour du feu, il avait posé sa main sur son épaule, avec une douceur qui ressemblait à une demande de pardon pour une faute qu'il n'avait jamais commise. Elle n'avait pas encore de nom pour ce qu'elle ressentait. Mais elle savait que le poids de cette émotion était réel, plus lourd et plus chaud que n'importe quelle couverture de laine. Au 3e jour de l'absence d'Auguste, alors que la réserve de bois de chauffage était considérablement réduite et que l'angoisse rongeait les bords de sa patience, Céline entendit le son qu'elle avait tant attendu, le hennissement reconnaissable de la mule alezane. Ce son légèrement rauque et protestataire que l'animal poussait en atteignant le sommet de la côte. Elle se trouvait à 8 mètres de la porte lorsque le bruit lui parvint, et ce furent les 8 mètres les plus rapides que ses pieds aient jamais parcourus de toute sa vie. Elle ouvrit la lourde porte en chêne avec tant de force qu'elle heurta le mur de pierre, laissant la poignée de fer marquer la chaux, et courut dans l'air extérieur glacé, sans châle ni couverture. Auguste traversait la dernière pierre plate du plateau, la mule chargée derrière lui, les yeux creusés et fatigués, le visage marqué par l'effort de 3 jours de marche. Lorsqu'il la vit courir vers lui, ses cheveux sombres dénoués volant dans le vent froid, et ses yeux grands ouverts, il s'arrêta net au milieu d'un pas. Le cœur du charpentier rata un battement entier. Elle s'arrêta à 2 pas de lui, les poumons brûlants d'avoir inhalé l'air glacial par rafale pendant sa course, et regarda l'homme épuisé devant elle. Auguste avait des cernes sombres et profonds, une vilaine égratignure sur la joue droite où une branche lui avait fouetté le visage pendant la descente, et sa botte gauche était déchirée sur le côté. Mais ses yeux sombres et sérieux, qui cédaient rarement à la fatigue, brillaient de quelque chose qui ressemblait fort au soulagement de celui qui revient là où il a besoin d'être. Il dit d'une voix rauque et usée qu'il avait réussi à tout obtenir, les clous, le pétrole, la farine et la viande salée, et qu'il avait aussi ramené quelque chose de plus précieux que n'importe quelle denrée. Céline fit le dernier pas qui les séparait et leva les bras, serrant avec force les larges épaules glacées du charpentier dans une étreinte qui ne demanda ni permission ni planification. Auguste se figea une fraction de seconde, comme quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire d'une chose précieuse qui apparaît par surprise. Puis, lentement, ses bras lourds et épuisés
remontèrent le long du dos de la jeune femme pour l'enlacer avec une fermeté silencieuse, et il maintint cette étreinte pendant un long moment, son nez enfoui dans ses cheveux, sentant la chaleur de sa tête contre sa poitrine froide, comme le rare soleil de février sur les pierres froides des Alpes. Ce fut l'instant où les derniers murs invisibles qui restaient entre eux s'effondrèrent enfin, sans fracas, sans cérémonie, seulement avec le silence absolu et satisfait de ceux qui rentrent chez eux. Avec les provisions réapprovisionnées, le sprint final pour achever le toit commença avec une urgence renouvelée et pleine d'énergie. Le ciel de janvier avait ouvert une rare fenêtre de 2 jours d'un soleil faible, mais stable, le genre de répit que le massif accordait de temps à autre, comme s'il observait si les mortels avaient le courage de profiter de la trêve. Ils ne gaspillèrent pas une minute. Auguste montait et descendait de l'échafaudage avec une agilité restaurée par le repos et les repas chauds, ajustant les lourdes tuiles en terre cuite rouge sur la charpente en bois, avec la précision d'un artisan qui connaît chaque mesure et chaque angle de l'ouvrage. Céline passait les tuiles d'en bas dans une chaîne cadencée, plaçant chaque pièce dans les mains tendues du charpentier, puis se chargeait de mélanger le mortier de chaux et de sable qui colmaterait les lattes et fermerait les plus grandes fentes. Le rythme entre eux était accordé comme un instrument qui avait été joué assez longtemps pour trouver son propre ton naturel. Il n'avait plus besoin d'instruction ou de demande. Il suffisait d'un regard, d'un geste de la main ou d'un hochement de tête pour que l'étape suivante débute sans interruption. À la fin de la 2e journée ensoleillée, alors que l'horizon teintait d'orange et de violet profond les plus hauts sommets alentour, Auguste descendit de l'échafaudage pour la dernière fois avec un objet simple dans sa main tendue, la tuile faîtière en céramique blanche qui couronnerait le sommet du toit. Céline était en bas, les mains couvertes de mortier sec, le visage taché de poussière de chaux et les yeux écarquillés alors qu'il remontait avec la pièce fixée à sa ceinture. Le silence du plateau était absolu lorsqu'il plaça la faîtière sur le point le plus haut du toit, scellant la dernière jonction avec une épaisse couche de mortier blanc. Et alors, ce petit élément de céramique ordinaire se transforma en l'aboutissement de mois de sueur, de douleur et de détermination qui dépassaient de loin la résistance normale des corps humains. Auguste resta figé en haut de l'échafaudage un long instant, regardant le toit achevé qui s'étendait sous ses pieds, les rangées précises de tuiles rouges que lui et Céline avaient posées une par une. Le sentiment qui l'envahit n'avait pas de nom simple et clair. C'était un mélange de gratitude, de fierté, de fatigue profonde et d'une joie si dense qu'elle lui serrait la gorge, comme des larmes refoulées depuis trop longtemps. Il descendit lentement de l'échafaudage, et lorsque ses pieds touchèrent le sol, Céline se tenait devant lui, les yeux brillant dangereusement. Elle montra le toit du doigt et dit, la voix étranglée par l'émotion, qu'il avait terminé. Auguste leva les yeux, puis la regarda et répondit d'une voix très basse qu'ils avaient terminé ensemble. La différence dans cette petite correction représentait le monde entier. Ce soir, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Contes d'Antan, c'est le moment parfait pour le faire, car nous approchons des instants les plus poignants de cette magnifique histoire d'amour et de bâtisseurs que Céline et Auguste ont vécue dans les montagnes. Et vous ne voudrez pas manquer la fin qu'ils méritent, après tant de luttes et de dévouements partagés. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'ils avaient gravi le plateau du Sapin Blanc, la pluie, qui se mit à retomber au dehors, ne pénétra pas dans la maison. Elle frappa le toit de tuiles rouges avec un son plein et musical, glissa le long des corniches en bois et s'écoula sur le sol à l'extérieur comme il se devait. Les murs secs et le plafond fermé transformèrent la pièce principale en un véritable havre de chaleur, chauffé par la cheminée en pierre qu'Auguste alluma avec du bois de chêne sec et odorant, la première flambée de cette maison fonctionnant exactement comme prévu. L'odeur de la fumée douce et du bon bois se consumant lentement emplit chaque recoin de la pièce. Se mêlant à l'odeur de la terre sèche des murs et à la cire d'abeilles avec laquelle Céline avait enduit les planches du parquet cet après-midi-là.
C'était une odeur de foyer, une odeur de permanence. Auguste se dirigea vers le sac de voyage en cuir suspendu à un clou derrière la porte et en retira, avec le soin de quelqu'un manipulant une relique, une bouteille en verre sombre avec un bouchon en liège. L'étiquette en papier, rédigée à la main en petits caractères, disait simplement « Vin de la vendange de 1908 », avec le nom de Sébastien Morel griffonné au dos. Il tint la bouteille un long moment, ses doigts enroulés autour du verre froid, le regard fixé sur l'étiquette écrite par la main de son père. Céline s'approcha en silence, observant le visage de l'homme et comprenant immédiatement le poids de cet objet sans avoir besoin d'explication. Elle effleura le flanc de la bouteille, à côté de ses mains, et demanda d'une voix très douce si le vieux Sébastien avait précisé quand elle devait être ouverte. Auguste respira profondément, la réponse venant lentement, comme lorsqu'on retrouve un souvenir perdu dans un coin oublié, et raconta que son père avait enveloppé la bouteille dans une toile de jute et l'avait cachée au fond de son sac de voyage le jour où il lui avait remis l'acte de propriété, en disant seulement qu'elle devait être bue lorsque le toit de la maison des sapins serait fermé, car ce serait le jour où le rêve d'un vieil homme serait devenu réalité entre les mains d'un jeune homme. Céline décrocha 2 timbales en émail du crochet en fer qu'elle avait installé près de la cheminée, les posa sur la table rustique aux larges planches qu'Auguste avait assemblées cette semaine-là, et déclara avec une douce fermeté que le vieux Sébastien était présent en cet instant, autant que tout homme vivant pouvait l'être, et qu'ils honoreraient son rêve en buvant ce vin avec la dignité qu'il méritait. Auguste déboucha la bouteille d'une main légèrement tremblante, versa le vin sombre et corsé dans les 2 gobelets émaillés, et leva le sien vers le plafond refermé. Ils ne prononcèrent pas de toast. Ils regardèrent seulement tous les 2 le toit de bois qui avait tant coûté, burent en silence, et le vin avait un goût fort, légèrement sucré et imprégné par le temps, qui descendit en réchauffant chaque parcelle de son trajet. La conversation qui s'ensuivit pendant cette longue nuit fut différente de toutes les précédentes. Il n'y avait plus l'urgence du travail qui attendait, ni la tension d'une tempête menaçante, ni l'ombre de Gaston planant comme un nuage d'orage sur leurs projets. Il n'y avait que le feu, le vin corsé du vieux Sébastien, la pluie sur le toit étanche, et 2 êtres humains qui avaient passé des mois côte à côte, dans la fatigue et la lutte, découvrant que la proximité forgée dans la sueur et la difficulté possédait une qualité différente et plus profonde que tout autre rapprochement, que le monde civilisé et confortable du village aurait pu offrir. Auguste raconta sa jeunesse à Saint-Julien, les années passées à apprendre la menuiserie avec un vieux maître qui enseignait davantage par l'exemple que par les mots, la première fois où il avait réalisé un assemblage parfait, sans aucun clou, juste bois contre bois, et la satisfaction physique et réelle que cela lui avait procuré sur le dos des mains. Céline écouta chaque mot avec l'attention totale, de celle qui reconnaît dans une autre âme les traits de son propre langage, et lorsqu'il termina, elle parla des livres de poésie qu'elle avait gardés dans sa valise abîmée, les seuls biens qu'elle avait choisi de sauver lorsque la banque lui avait tout pris, et comment les mots de ces livres lui avaient toujours semblé être une forme de construction aussi précise que la charpenterie, des briques de sens emboîtées avec soin pour soutenir quelque chose qui autrement n'aurait eu aucun appui. Auguste la regarda pendant un long moment, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur ce visage sévère, quelque chose entre l'admiration et la reconnaissance profonde, et il dit à voix basse qu'il n'avait pas réalisé jusqu'à cet instant à quel point ils faisaient tous les 2 la même chose, de manière complètement différente. Céline sentit la chaleur de cette affirmation se répandre dans sa poitrine comme le vin chaud, et sourit d'un sourire qui n'était ni de politesse ni de timidité, mais d'une personne qui se sent véritablement vue pour la première fois. Le matin qui suivit arriva clair et tranchant, le soleil hivernal projetant des diamants de lumière sur la fine couche de glace qui recouvrait l'herbe. Auguste se réveilla avant l'aube, comme à son habitude,
Mais il resta allongé sur sa couverture un moment, écoutant la respiration de la maison, le craquement lent du bois qui se réchauffait sous le soleil levant, le vent léger frappant contre les vitres. C'était un son différent des campements sous les bâches, différent des nuits dans la cabane de fortune. C'était le son d'une maison vivante. Il était dans la cuisine en train de préparer le café lorsqu'il entendit de nouveau les sabots des chevaux. Cette fois avec le soleil déjà bien haut au-dessus des cimes orientales. Le son était inimitable et antique, comme un avertissement indésirable. 2 chevaux au pas ferme en direction du plateau. Auguste cessa de remuer le café avec la cuillère en bois, sentit les muscles de son dos se raidir involontairement et se dirigea vers la porte, l'ouvrant avec un calme maîtrisé. Dans le champ à sa gauche, il vit Céline, qui était sortie chercher du bois de chauffage, s'arrêter elle aussi, immobile, sa brassée dans les bras, les yeux fixés sur la crête. Gaston de Fontenay émergea du brouillard matinal, monté sur le même cheval noir qu'auparavant, mieux habillé, plus soigné, ce qui signifiait qu'il avait préparé cette visite avec attention. Le contremaître suivait, cette fois sans enveloppe à la main, mais avec la même posture de garde du corps silencieux. Gaston arrêta son cheval à une quinzaine de mètres de la porte, regarda la maison dont la faîtière blanche brillait au sommet du toit achevé, et son expression, l'espace d'un très bref instant avant qu'il ne parvienne à la contrôler, trahit une véritable surprise. Cette maison tenait debout, elle était complète, et elle était là pour rester. Le propriétaire terrien descendit de cheval, avec l'élégance étudiée des hommes, qui apprennent à utiliser les bonnes manières comme des outils de pouvoir. Il s'avança vers Auguste, les mains croisées dans le dos, le regard évaluant chaque détail de la construction avec l'objectivité d'un homme qui s'y connaissait en structure et en terre. Il déclara avec la voix de celui qui concède un compliment qui lui a coûté cher, que le jeune charpentier était en effet un artisan compétent, et que la maison avait été bien construite compte tenu des conditions auxquelles ils avaient été confrontés. Gaston s'arrêta à quelques mètres d'Auguste, le regardant droit dans les yeux, et ajouta qu'il avait peut-être sous-estimé les capacités du couple. Il y avait une ouverture minime, mais réelle dans ce discours, l'ouverture que font les hommes pragmatiques lorsqu'ils réalisent que leur stratégie initiale a échoué et qu'il est nécessaire de recalculer l'itinéraire. Auguste écouta le discours dans un silence total, avec Céline désormais à ses côtés, son fagot de bois toujours au bras, le menton relevé avec la même obstination élégante dont elle avait fait preuve des mois plus tôt sous la pluie du village. Lorsque Gaston eut fini de parler, le charpentier retourna à l'intérieur de la maison d'un pas calme, ouvrit le sac de cuir qu'il avait rapporté du village et revint avec un papier plié dans ses larges mains. Il le déplia soigneusement, le protégeant de la légère brise matinale, et le tendit au riche propriétaire sans prononcer un mot. Gaston prit le papier avec un sourcil haussé, feignant une curiosité maîtrisée. Ses yeux parcoururent la feuille rapidement, puis relurent plus lentement, et son froncement de sourcils s'accentua à chaque ligne. C'était la copie certifiée conforme du plan des passages et servitudes de la commune, avec la route du Val Profond, clairement marquée comme servitude publique permanente, datée de 1863, portant la signature et le sceau de l'administration municipale. Auguste croisa les bras sur sa poitrine, le regard direct et absolument serein, et expliqua de la voix calme de celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, que la barrière construite sur la route du Val Profond bloquait une voie publique enregistrée depuis 70 ans dans les archives communales, ce qui constituait, d'après les explications généreuses du clerc de notaire, une obstruction illégale de servitude publique, passible d'une amende et d'une interdiction judiciaire de la part des autorités préfectorales. Il ajouta, sans quitter des yeux le visage de plus en plus tendu du châtelain, qu'il n'avait pas prévenu le gendarme ni le magistrat du canton, parce qu'il préférait régler les problèmes entre voisins de bonne foi, comme les hommes civilisés que la montagne exigeait qu'ils soient.
Gaston plia le papier avec des gestes trop contrôlés pour être naturels, les mâchoires travaillant en silence pendant un long moment. Il regarda Céline, qui soutint son regard sans ciller, puis se tourna de nouveau vers Auguste. Le riche propriétaire affirma, après un silence qui dura assez longtemps pour que le vent change de direction par 2 fois, qu'il reconnaissait la validité du document. Auguste laissa le silence reposer sur cette déclaration un temps adéquat, puis proposa un accord avec la voix directe et juste qu'il tenait de son père. Il expliqua que la source du plateau du Sapin Blanc était une eau pure et abondante, jaillissant des roches de granit les plus anciennes du massif, et que lors des années de graves sécheresses, le bétail des fermes de la vallée souffrait de la soif bien avant le mois d'août. Il proposa, en regardant le propriétaire dans les yeux, avec une tranquillité qui n'était pas de l'arrogance, mais bel et bien de l'inébranlabilité, que la route du Val Profond soit rouverte immédiatement et de manière définitive, sans cadenas et sans menace, garantissant le libre passage à toute personne ayant besoin de traverser la montagne. En échange de cette garantie de paix et du respect absolu des limites de la propriété des Morel, Auguste permettrait que, durant les mois de sécheresse les plus cruels, le bétail de Gaston de Fontenay ait un accès contrôlé à un petit bras de la source qui descendait vers la frontière sud du plateau. Il expliqua qu'il n'avait aucun intérêt à voir des animaux mourir de soif, ni l'envie de déclencher une guerre des clôtures qui empoisonnerait la terre pour les générations futures, mais qu'il exigeait le respect inconditionnel de sa maison et de sa famille. Le silence qui suivit la proposition fut lourd et chargé de calculs muets. Gaston de Fontenay était un homme d'affaires impitoyable, mais ce n'était pas un imbécile aveuglé par sa propre vanité. Il regarda le document portant le sceau impérial, regarda la posture solide du charpentier qui ne reculait pas d'1 millimètre, puis regarda la maison de pierre et de terre crue qui avait survécu au blizzard le plus brutal de la décennie. Le vieux propriétaire réalisa que ce jeune homme n'était pas un aventurier rêveur qui fuirait à la première difficulté, mais un homme forgé sur la même enclume implacable qui avait façonné les premiers pionniers de cette montagne. Avec un long soupir qui sembla vider une partie de la tension accumulée dans la cour glaciale, Gaston plia le document et le rendit à Auguste. Il tendit sa main droite, gantée de cuir fin, et déclara d'une voix qui avait enfin abandonné son ton de supériorité que l'accord était scellé et que la barrière de la route principale serait démontée avant la tombée de la nuit de ce même jour. Le châtelain ajouta, avec une légère inclinaison de la tête en direction de Céline, que la montagne avait choisi ses maîtres avec sagesse et qu'il souhaitait bonne chance au jeune couple. Lorsque Gaston et son contremaître remontèrent sur leurs chevaux et entamèrent la descente, disparaissant lentement dans le virage de la route de terre et de pierre, le son des sabots s'amenuisa jusqu'à être complètement englouti par le sifflement du vent dans les cimes des mélèzes. Auguste resta immobile, suivant des yeux l'endroit où les cavaliers s'étaient volatilisés, jusqu'à avoir la certitude absolue que la menace s'était dissipée pour de bon. Céline, qui avait retenu sa respiration bien trop longtemps, laissa glisser son fagot de bois de ses bras, le bois tombant sur le sol avec un bruit sourd qui brisa la transe du moment. La réalité de la victoire s'abattit sur eux avec le poids d'une montagne entière retirée de leurs épaules. Ils avaient gagné. La maison était prête, l'hiver était en train d'être dompté, et personne, absolument personne, ne leur prendrait cette terre. Auguste se tourna lentement vers Céline, ses larges épaules se détendant enfin, son souffle s'échappant en expirations irrégulières d'un soulagement pur et enivrant. Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à être assez proche pour voir le reflet de la lumière du soleil matinal briller dans les yeux en amande de la jeune femme. Les mains du charpentier, qui n'avaient pas tremblé face à la tempête de neige ni face au puissant châtelain, tremblait maintenant légèrement, tandis qu'il levait les bras et tenait le visage de Céline avec une délicatesse qui contrastait brutalement avec ses paumes calleuses et rugueuses. Il murmura son prénom d'une voix étranglée,
un son qui charriait des mois de peur réprimée, de nuits blanches, de sueur versée et une affection qui avait grandi en silence, s'enracinant dans son âme avec la force d'un chêne centenaire. Céline ferma les yeux en sentant le contact chaud de ses mains, les larmes brûlantes qu'elle avait retenues toute la matinée, débordant finalement et mouillant les doigts épais de l'homme qui l'avait sauvée de la ruine. Elle leva ses propres mains couvrant les siennes et répondit dans un murmure ému qu'ils y étaient parvenus. Que le cauchemar était terminé et que le plateau du sapin blanc était désormais véritablement leur foyer. Le monde autour d'eux sembla cesser de tourner, le vent perdit de sa force mordante et le froid du matin devint insignifiant. Sans qu'aucun des deux n'ait besoin de formuler une demande ou une déclaration élaborée, Auguste inclina lentement son visage, abolissant la dernière barrière de distance qui existait encore entre eux. Le premier baiser eut le goût salé des larmes de Céline, et la chaleur intense d'un feu qui avait été entretenu avec patience et respect durant les mois les plus difficiles de leur vie. Ce ne fut pas un baiser précipité ou désespéré, mais une rencontre profonde et immensément précautionneuse, une confirmation silencieuse que toutes les promesses non dites entre les poutres de bois et les briques de terre étaient réelles et définitives. Céline enroula ses bras autour du cou du charpentier, l'attirant plus près, sentant la solidité de son corps comme l'encre la plus sûre qu'elle ait jamais trouvée dans ce monde. Lorsqu'ils se séparèrent, juste assez pour respirer l'air raréfié des hauteurs, Auguste posa son front contre le sien, ses yeux sombres brillant d'une intensité nouvelle et bouleversante. Il déclara, de sa voix grave et tremblante d'émotion, qu'il avait promis de lui donner la moitié de cette terre et de construire un toit solide pour la protéger, mais que la vérité indéniable était que son cœur lui appartenait entièrement depuis le jour où il l'avait vu affronter la montagne sans verser une larme. Céline sourit, un sourire radieux et désarmé qui illumina tout le plateau, et répondit que le foyer qu'elle désirait n'était pas fait de pierres ou de bois, mais de son étreinte à lui, et qu'elle resterait à ses côtés sur cette montagne jusqu'au dernier de ses jours. Avec la paix enfin établie, et la certitude de l'amour partagé réchauffant leur cœur, le reste de l'hiver sembla perdre de sa cruauté. Les semaines passèrent au rythme d'une routine paisible et remplie de petites joies domestiques. Auguste se consacra à la fabrication des meubles qui manquaient pour l'intérieur de la maison, transformant le bois massif en table polie, en chaises robustes et en un lit spacieux et ferme, orné de motifs floraux qu'il sculptait la nuit près du feu. Céline, de son côté, métamorphosa l'environnement rustique en un véritable sanctuaire de confort. Elle cousit des rideaux en coton clair pour les fenêtres, remplit les matelas de paille propre et de feuilles de lavande et de mélisse pour donner une odeur agréable et relaxante, et organisa la cuisine avec un soin qui reflétait son bonheur intérieur. La dynamique entre eux était d'une complicité si parfaite que les mots devenaient souvent superflus. Un simple regard pendant le petit déjeuner ou un doux effleurement des mains en passant la porte suffisait à réaffirmer l'amour immense qui les unissait. Les aubes glaciales n'étaient plus effrayantes, car ils les affrontaient ensemble, protégés sous le même toit, réchauffés par le même feu et enveloppés dans la même épaisse couverture de laine, partageant des rêves et planifiant l'avenir prometteur qui se dessinait à l'horizon. Lorsque le mois d'avril arriva, les Alpes commencèrent à s'éveiller de leur long sommeil blanc et gris. La glace, accumulée dans les creux des rochers, fondit rapidement, se transformant en petits ruisseaux chantants qui dévalaient la montagne. Les champs d'herbes folles prirent des teintes vibrantes de vert tendre, et les anciens rosiers qui poussaient de façon sauvage près du bord du plateau explosèrent en bourgeons rouges et roses. Le printemps apporta avec lui un parfum doux de terre fertile et de fleurs sauvages, baignant la propriété d'une lumière dorée et tiède qui guérissait les os fatigués par l'hiver. Ce fut le moment d'ouvrir la terre à la vie nouvelle. Céline et Auguste travaillèrent ensemble sur la pente la moins abrupte, sarclant le sol sombre et riche et plantant avec un soin respectueux les graines de blé, de haricots et de courges que Madame Léonie leur avait données des mois auparavant.
L'acte de semer, de déposer une promesse de vie dans la terre humide et de la recouvrir de leurs mains maculées de boue était la métaphore parfaite de ce qu'ils avaient fait avec leur propre cœur. L'effort physique n'était plus désormais une bataille désespérée pour la survie contre un froid mortel, mais un travail joyeux et plein d'espoir, accompagné de conversations douces, de rires libérés et de projets pour un verger de pommiers et de pêchers qu'Auguste voulait planter l'année suivante. Dans la deuxième quinzaine de mai, alors que les premières pousses vertes pointaient courageusement de la terre noire du potager, le plateau du sapin blanc reçut des visites attendues et très chères. Madame Léonie et le vieil Honoré gravirent le sentier principal, montés sur des mules placides, apportant des sacoches pleines de cadeaux, des fromages frais, des confitures de fruits de saison et des tourtes. La barrière de Gaston de Fontenay était ouverte, respectant l'accord conclu, et le chemin était libre et sûr. Les retrouvailles dans la cour de la nouvelle maison furent une fête bruyante et chaleureuse, remplie d'étreintes serrées et de mots d'admiration. Madame Léonie fit le tour de la maison de pierre, passant sa main ridée sur les murs solides et les meubles en bois poli, les yeux brillants d'une fierté pure. Elle s'assit dans le fauteuil à bascule qu'Auguste venait d'achever et déclara, avec un large sourire plein de sagesse, que cette maison possédait l'âme la plus belle et la plus forte de toute la région, et que leur amour à tous deux était gravé dans chaque motte de terre et chaque latte du toit. Le vieil Honoré, buvant le café fort que Céline venait de filtrer, tapa sur la large épaule du charpentier et dit que l'histoire du couple circulait déjà dans le village en contrebas, non pas comme un commérage, mais comme une légende digne de respect, l'histoire du jeune charpentier et de la vaillante jeune femme qui avait dompté l'hiver et le riche châtelain sans tirer un seul coup de feu. Ce fut exactement lors de cet après-midi illuminé par la lumière printanière, en présence de ces deux amis les plus fidèles que la montagne leur avait donnés comme témoins, qu'Auguste fit sa demande officielle. Il attendit que tous soient réunis sur la galerie rustique qui faisait face à la vallée immense et verdoyante, s'ouvrant en dessous d'eux. Le visage empourpré d'une timidité que le temps n'avait pas réussi à effacer complètement, il tira de la poche de son gilet en toile une petite boîte en bois qu'il avait lui-même sculptée. À l'intérieur reposait une bague, non pas en or ou en argent, mais taillée dans le cœur le plus pur et le plus sombre du bois de cerisier, poncé jusqu'à briller comme un joyau rare, un cercle continu et incassable. Le charpentier plongea son regard au plus profond des yeux de Céline, et d'une voix claire et empreinte d'une certitude monumentale, lui demanda si elle accepterait d'unir sa vie à la sienne devant Dieu et la loi, afin que leur nom ne fasse plus qu'un sur cette terre pour toujours. L'émotion s'empara de la jeune femme avec une telle force qu'elle eut du mal à formuler sa réponse avec des mots, se contentant de hocher la tête affirmativement des dizaines de fois, tandis que des larmes de joie lavaient son visage souriant. Madame Léonie applaudit, enchantée, et le vieil Honoré ôta son chapeau dans un geste de respect solennel, envers le moment sacré qui se déroulait sous leurs yeux. Le mariage eut lieu un mois plus tard, lors d'une journée radieuse de juin, alors que le ciel était d'un bleu si profond qu'il semblait infini. La cérémonie ne se déroula pas dans la somptueuse église du village, où le notaire et le banquier avaient coutume de s'asseoir au premier rang, mais la même, dans la cour verdoyante du plateau du sapin blanc, sous l'ombre protectrice d'un immense mélèze. Le vieux prêtre de la paroisse avait accepté de faire la longue ascension sur la mule d'Honoré, ému par l'histoire de persévérance et d'honnêteté qui entourait le jeune couple. Céline portait une robe simple en coton clair, ornée de dentelles fines, qu'elle avait elle-même conservée avec affection, et une couronne de fleurs sauvages blanches tressée dans ses cheveux sombres. Auguste portait un costume de lin qu'Honoré lui avait prêté, la posture droite, les épaules larges et le cœur battant d'une force sereine. L'échange des vœux se fit avec le son du vent léger, balançant les feuilles alentour, se promettant loyauté, protection, patience et amour éternel.
Lorsque le prêtre prononça les derniers mots bénissant leur union et qu'Auguste glissa l'anneau en bois de cerisier au doigt de Céline, embrassant sa main avec dévotion, une nuée d'oiseaux s'envola des arbres voisins, comme si la nature elle-même célébrait la consolidation de cet amour né dans la boue et la souffrance, et qui fleurissait à présent dans la beauté du printemps. Les années qui suivirent le mariage s'écoulèrent comme les eaux claires du ruisseau qui traversait le plateau, constantes, pures et pleines d'une force vitale et transformatrice. La propriété prospéra grâce à la sueur honnête et au travail intelligent des deux bâtisseurs. Le modeste potager se transforma en champ fertile de blé et de légumes, le verger de pommiers et de pêchers prit racine sur le versant ensoleillé, et le petit pâturage abrita des vaches laitières qui assuraient l'abondance de la table. Mais la véritable richesse de cette maison ne se mesurait pas en sacs de grains ou dans la production des fromages qu'ils se mirent à vendre au village, mais plutôt dans la paix absolue et l'atmosphère d'amour inconditionnel qui régnait entre ces murs de pierre et de terre. L'harmonie entre Auguste et Céline était profonde et inébranlable. Ils construisirent une vie fondée sur le dialogue, l'entraide et un respect infini des qualités et des limites de chacun. Les flirts indirects et les regards passionnés de l'époque de la construction s'étaient transformés en une complicité mature, où un simple contact sur l'épaule pendant le labeur ou un sourire échangé près de la cuisinière à bois portait le même poids que 1000 déclarations d'amour romantique. L'univers sembla bénir cette union avec le plus grand et le plus beau des dons par une journée lumineuse de mars 1918, lorsque les pleurs forts et vigoureux d'un nouveau-né résonnèrent pour la première fois entre les murs de la maison de pierre. Madame Léonie, qui était montée à la montagne quelques jours plus tôt pour aider à l'accouchement, déposa le petit bébé vigoureux, rose et plein d'énergie dans les bras de Céline, avec des larmes d'émotion pure coulant sur son visage, marqué par le temps. C'était un garçon robuste qui reçut le nom de Théodore, en hommage à son grand-père, portant dans ses yeux la même intelligence perspicace que sa mère, et, dans sa carrure, la force sereine de son père. La naissance du fils apporta une couche de lumière encore plus intense et vibrante sur le plateau du sapin blanc. Il n'y avait pas de place pour la tristesse, la peur ou les sombres difficultés dans ce foyer. Le petit garçon grandit entouré d'un amour immense, bercé par le son des berceuses que Céline chantait doucement et par les vieilles histoires qu'Auguste racontait tout en sculptant de petits jouets en bois pour son fils. La maison était quotidiennement inondée de rires d'enfants, de jeux sains et de la joie pure d'une famille qui savait apprécier chaque seconde de la vie. 2 ans plus tard, le bonheur se multiplia avec l'arrivée de la petite Aurore, une fillette aux cheveux bouclés et au sourire facile, aussi éclatante de santé et radieuse qu'un rayon de soleil matinal. L'enfance de ces enfants fut un véritable conte de fées rustiques, se déroulant dans une sécurité, une paix et une santé absolue. Ils grandirent en courant à travers les champs en fleurs, apprenant de leur père à respecter le rythme des arbres et la valeur du travail honnête, et de leur mère l'amour des lettres, de la poésie et de la bonté envers son prochain. Il n'y eut pas de menaces réelles, pas de cruels accidents, ni de maladies graves. Seulement l'expérience pure de l'enfance, dans son état le plus beau et le plus naturel. Auguste fabriquait des balançoires parfaites aux branches basses des mélèzes, et Céline organisait des pique-niques lors des chaudes journées d'été, étalant une nappe à carreaux sur l'herbe tendre. Voir Théodore et Aurore grandir forts, respectueux et profondément aimés était la confirmation quotidienne que la décision prise des années auparavant, celle de ne pas abandonner cette montagne et d'affronter l'hiver, avait été le choix le plus juste et le plus divin de leur existence. La maison, qui avait commencé comme un pari contre le désespoir, était devenue une forteresse inexpugnable d'amour et d'espoir familial. Un lieu où seules les bonnes choses et les souvenirs heureux osaient prendre racine. Le temps, qui avait autrefois été un ennemi à combattre dans la course contre le blizzard et le gel, s'écoulait désormais comme un ami bienveillant et doux,
peignant d'argent les cheveux d'Auguste et de Céline, sans jamais voler la tendresse de leurs regards, ni la fermeté de leurs mains jointes. Les décennies s'égrenèrent doucement. Nous voici à l'automne de 1950. Le monde en contrebas avait radicalement changé. Le petit village de Saint-Julien s'était agrandi. Des chemins de fer traversèrent les vallées. Le bruit des premiers moteurs commençait à remplacer le hennissement des mules, et les lumières électriques éclipsaient les étoiles de la ville. Mais là-haut, sur le plateau du Sapin Blanc, l'essence du lieu demeurait immuable, protégée par une aura de paix sacrée et un temps préservé. La propriété était maintenant une ferme prospère, luxuriante et impeccablement entretenue. Théodore était devenu un agronome respecté et un père de famille aimant, et Aurore, une institutrice dévouée qui enseignait à la nouvelle école du village, tous deux revenant à la montagne chaque week-end pour remplir la cour du chahut de petits-enfants en pleine santé et de jeux sans fin. La grande maison avait été agrandie, dotée de chambres confortables et de larges galeries. Mais la pièce d'origine, celle où ils avaient affronté le premier hiver, demeurait intacte et intouchable. Le cœur battant de l'histoire familiale. Par un après-midi doré et silencieux, Auguste et Céline étaient assis côte à côte sur la galerie aux larges lattes de bois, observant le soleil descendre lentement derrière les pics bleutés du massif. Auguste avait passé la soixantaine, le visage marqué par les rides profondes et dignes que seule une vie de travail et d'amour véritable parvient à dessiner, les cheveux complètement blancs. Mais les mains encore fermes et la posture toujours fière. Céline, avec cette beauté sereine que l'âge n'efface pas, mais transforme simplement en une élégance tranquille, gardait son châle en laine sur les épaules et un livre de poésie reposant sur ses genoux. Le silence entre eux n'était pas le silence tendu d'étrangers de ce premier voyage, mais la symphonie réconfortante d'âmes qui s'étaient déjà dit tout ce qui importait et qui, désormais, profitaient simplement du miracle de leur compagnie mutuelle. Auguste leva sa main vieillie, trouva les doigts de Céline sur l'accoudoir du fauteuil à bascule et les serra avec la même délicatesse et la même force que 40 ans auparavant. Il regarda les pâturages verts, les arbres robustes qu'il avait plantés de ses propres mains, et enfin, il posa les yeux sur la femme qui constituait la fondation la plus importante de tout ce qu'il appelait sa vie. Le vieux charpentier soupira, un son long et apaisé, et déclara à voix basse, avec un tendre sourire dansant sur ses lèvres, que le notaire et le riche propriétaire s'étaient trompés sur la force des montagnes. Il affirma, en plongeant son regard dans ses yeux, qui conservaient encore l'obstination brillante de la jeunesse, que ce n'étaient ni les pierres des fondations, ni le bois épais du toit qui avaient empêché le froid de les détruire, mais bel et bien la certitude qu'à chaque clou planté et chaque motte de terre pétrie, ils sculptaient l'affection qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Céline serra sa main en retour, posa sa tête argentée sur cette large épaule qui avait toujours été son havre de paix, et murmura que l'amour le plus véritable de tous n'est pas celui que l'on trouve tout fait dans les facilités du monde, mais celui que l'on choisit de bâtir à partir de rien, avec une patience infinie, brique par brique, sur les sommets les plus rudes de la vie, car c'est seulement ainsi qu'il gagne des racines assez profondes pour durer une éternité entière et devenir un phare pour ceux qui viendront ensuite. Et là, sous la lumière dorée du crépuscule qui peignait le ciel d'espoir et de permanence, le couple qui avait dompté la montagne et érigé un empire d'affection à partir du néant demeura uni, prouvant pour toujours que l'œuvre la plus grandiose, la plus majestueuse et la plus inébranlable qu'un être humain puisse ériger sur la face de cette terre est et sera toujours la magnifique histoire d'un amour construit pour durer.